Come back to me. Hello tout le monde, donc on va pas tarder à commencer à faire un petit peu les petites interviews de tout le monde. Là on est posé sur le stand Rock Radio, on a prévu un petit peu, l'idée c'était de faire un espèce d'open mic, un open mic où on va essayer de recevoir un peu tout le monde, les projets francophones qui sont présents à Lisbonne, pour qu'ils puissent un petit peu raconter ce qu'ils font dans la vie et ce qu'ils font à Lisbonne précisément. Il y a pas mal d'expériences assez cool. On va vous raconter ça un petit peu en amont du show avec Dave. Là, je suis posé avec Devac et on a un petit peu de public, c'est cool. On va avoir des projets qui vont venir se présenter. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que on vient de sortir de la conférence de presse de Sébastien Borgé. Sandbox a fait une petite update sur leur activité, où ils en sont et sur ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Donc on tardera pas à vous en parler, je pense, dans l'émission de jeudi avec Normandie et Nico. En attendant, je vous propose de commencer tout de suite. Devac, je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'on peut avoir en premier? C'est vraiment la roulette. Donc je propose de passer à Bilal qui est ici. Bilal, est-ce que tu es chaud pour passer? Allez, parti. Donc Bilal, Devac, Bilal, comment ça va Bilal? Ça va, merci, et toi? Ça va super. Alors on l'a fait un peu à la route, je sais pas, comme tu peux le voir, hein. On a un micro, on a pas mal de matos, mais je vais pas l'utiliser visiblement. Donc on va faire à la franchouillarde, tranquille. Et écoute, comment ça va mec? Comment ça se passe Lisbonne? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Écoute, ça a commencé fort, hein. On s'attendait à une semaine assez intense et frénétique. On a eu ce qu'on voulait. Donc trop bonnes vibes, encore meilleures vibes que l'an passé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde est trop cool, tout le monde est de bonne humeur. Pour petit rappel, Bilal El Alami, Dogami, Pirates Lab, derrière beaucoup de beaux projets qui sont en train de naître. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton entrée dans le Web3, ce que tu as fait so far, et nous parler un peu de ça? Écoute, merci. À la base, je suis mathématicien. Je faisais un peu de data science, mais le secteur était un petit peu congestionné. Et du coup, je cherchais un secteur où mes compétences mathématiques pouvaient me donner un meilleur avantage que dans la data science. Et le Web3, ça semblait être le truc le plus pertinent. C'est un peu comme ça que j'ai jumpé dans le Web3. À la base, je bossais pour Edmond de Rothschild et en fait, on a construit un logiciel qui utilisait la data, mais le PD, il marchait plus et j'ai voulu repenser ce logiciel-là avec de la blockchain. Et c'est comme ça que ça a eu lieu à ma première boîte Equisafe, qui est une fintech, qui est globalement un logiciel SaaS qui gère le reporting financier pour des fonds d'investissement. Et puis au fur et à mesure de 2021, on a eu un bon product market fit et puis je me suis dit comment est-ce que je peux prendre de la hauteur, comment est-ce que je peux apporter plus à l'écosystème. Et j'ai eu l'idée de créer Pirates Lab, le premier incubateur physique dédié au Web3 à Paris, où on a 1000 mètres carrés de locaux. Et dans cet incubateur, on a développé 3 différents programmes. Un programme de Startup Studio, où c'est nous qui initions les projets, à l'image de Dogami, que j'ai cofondé, où j'étais CTO de la boîte pendant un petit moment. Modèle d'accélération, où on peut retrouver des boîtes comme Defi, qui sont Iconix, Billy qui fait du ticketing, Laser House, notre galerie d'art, qui sont présents aujourd'hui. Et un troisième modèle où on essaie de travailler plus les corpos. Et moi, je répartis mon temps entre, on va dire, la moitié de mon temps full-time la moitié de mon temps de manière intense sur un projet. En l'occurrence, les 18 derniers mois, c'était Dogami. Puis l'autre moitié de mon temps où j'essaie d'être plus chirurgical à aider toutes les boîtes dans lesquelles on a investi, comme celle que je viens de citer. Parce que je trouve hyper intéressant, je pense, avec le modèle de Pirates Lab, et ça joint un petit peu cette philosophie un petit peu blockchain Web3, c'est que effectivement vous accélérez des boîtes, mais vous investissez plus que de la thune dedans, ou que juste un conseil, vous faites vraiment partie de la quoi. Exactement. Ouais. En fait, déjà on est des entrepreneurs dans le sang. Donc quand on rentre dans une boîte, dans notre tête, on est associé, c'est notre boîte aussi, tu vois. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en effet, on n'est pas comme la boîte, on bosse pour cette boîte-là. C'était de Dogami. Et donc ça lui permet de vraiment leverager notre expérience acquise sur nos précédents projets, pas juste prendre de l'argent. Donc on essaye d'être le plus stratégique possible pour la boîte,
l'aider à la guider pour qu'elle fasse le moins d'erreurs possible et qu'elle délivre la partie tech qui est quand même critique dans les sujets Web3 le plus vite possible. Non, ça, je peux carrément attester. Je pense que tu as la partie très officielle, entre guillemets, mais un truc que je kiffe énormément, c'est qu'à chaque fois que je te vois à des events ou ou pas forcément, tu vois, vous êtes potes aussi, tu crées des liens qui sont plus que juste des liens business professionnels. Et je trouve que ça, c'est un truc priceless, tu vois. Quand tu montes une boîte, t'as un mec qui investit en boîte et qui, en plus de ça, croit en ta personne, match avec ta personne, et ça, je pense que ça, c'est incroyable. Clairement. La vérité, c'est que voilà, je suis pas meilleur que d'autres. J'ai juste eu un petit peu plus de chance que d'autres, et donc du coup, je me sens redevable de redonner un petit peu cette chance que j'ai eue. Et en effet, je suis très ce que j'appelle patriote générationnel. J'aime beaucoup travailler avec des gens de mon âge, de ma génération, et je me dis en fait, demain, c'est nous qui allons prendre le pouvoir. C'est pas les vieux, tu vois. Donc, et puis il y a aussi toute cette philosophie Web3 cette philosophie rattachée à notre génération et qui rejoint un petit peu la philosophie et les valeurs du Web3, tu vois, la collaboration, la transparence, la propriété, tu vois. Et on essaye de fédérer, d'animer l'écosystème autour de ces valeurs. Et là, petite dernière, un peu une conclusion entre guillemets. Là, on est à Lisbonne. Je sais que tu as un talk. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement de toi et pourquoi pas même des boîtes que vous accélérez si elles sont là. On aurait bien aimé que je crois que j'ai demandé à Billy de venir. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que vous avez fait à Lisbonne? Ouais, bien sûr. J'avais un talk ce matin qui est plus lié au gaming parce qu'un tiers de notre portefeuille est dans les domaines des jeux vidéo. On a beaucoup construit autour de Dogami qui était un peu notre premier succès. Donc j'ai eu un débat avec Ben Charby, Rémi Bompard autour de est-ce qu'il y a une hype est-ce qu'il y a une trop grosse hype autour du gaming Web3. Donc on a essayé de critiquer, de donner un peu de perspective aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire interopérabilité, qu'est-ce que ça veut dire propriété digitale, qu'est-ce que ça veut dire en quoi ça s'inscrit dans ces nouveaux modèles participatifs du jeu vidéo. Et c'est super intéressant. Et sinon, comme je disais, on a Ticketing qui est là-bas, on a Defit qui est une application sport et Move to Earn qui est aussi intéressante. On a notre galerie d'art digital et l'art génératif mais qui a une finalité physique. D'ailleurs, on fait un event jeudi soir, l'event d'Art et France pour ceux qui nous entendent et qui nous rejoindre. Et mon objectif là en venant là, c'est vraiment donner un maximum de visibilité à nos boîtes en portefeuille. Comme je te dis, la moitié de mon temps, c'est d'être chirurgical pour les boîtes. Et ici, je dis souvent, quand tu vas à un event comme ça, c'est 6 mois de networking en une semaine. Donc, j'essaye de faire le lien pour que, tu vois, quand ils sont sur le stand, ils perdent trop de temps. Et on crée ce lien qui est si cher au Web3. Eh ben, trop bien. Je sais pas si tu as un mot de la fin. Alors, il y a une question, visiblement, je laisse Devac la formuler. Ouais. Alors, petite question. On est vraiment très early dans la blockchain et il y a un gros sujet d'éducation, d'onboarding. On a vu récemment que tu as ouvert une école justement pour potentiellement ramener beaucoup plus de personnes pour pouvoir être éduqués sur tous ces sujets-là pour build, etc., etc. Tu peux nous en parler un peu de ce projet-là? Ouais, bien sûr. En fait, déjà, d'où il vient? Il vient d'un constat qui est que toutes les personnes que j'ai eues en entretien, je trouvais qu'elles n'étaient pas encore assez bien éduquées et je trouvais que même s'ils avaient des bons trucs, quand ils venaient dans la boîte, ils mettaient au moins 3 mois pour être vraiment opérationnels. Et il y a une frustration aussi. La frustration, c'est que quand ta boîte se développe, tu dois recruter de manière super agressive. Et en fait, le seul moyen de recruter de manière agressive, c'est d'appuyer sur des chasseurs de tête. Et ça coûte énormément d'argent. Du coup, je me suis dit, je vais résoudre cette frustration et ce constat en créant mon école pour à la fois pouvoir éduquer un peu plus et en toute humilité, tu vois. C'est simplement que ces 3 mois de learning curve, elles soient faits avant d'arriver dans la boîte et pas quand tu arrives dans la boîte. Et c'est aussi un vivier d'employés pour les boîtes de l'écosystème, que ce soit de Pirates ou Web3 parisien. Mais c'est aussi un vivier pour des futurs entrepreneurs qui peuvent rejoindre l'écosystème Pirates. Donc en fait, c'est un win-win-win à 3 niveaux. On a lancé cette école. Après, évidemment, on a beaucoup d'ambition autour de cette école parce que ça apporte beaucoup à l'écosystème. Aujourd'hui, on a des bootcamps de 3 mois qui se font en ligne en parallèle de ton boulot, et on va faire un master en alternance
qui va être de profils un peu plus jeunes pour les former sur un peu plus long terme. Et en fait, on a créé un master d'ingénieur d'affaires avec une source Web3 à destination de mecs qui viennent d'un profil technique, mais qui l'arrêtent. C'est rien de beaucoup comme ça. J'en faisais partie, j'étais physicien, mathématicien. À un moment, j'en avais marre de coder. C'est pas ce que je voulais faire de ma vie. Du coup, je suis allé à l'ESCP et j'essaye de créer un parcours où pour avoir ces profils transversaux, parce que ce que je vois dans la création d'un produit, c'est que il y a ce qui fait faire le plus d'erreurs, c'est le manque de communication entre les équipes tech, produits et business. Et donc on essaye de créer plus de porosité pour que la communication soit meilleure et que quand le tech te dit ça prend 3 mois, le produit te dit pas ça prend 2 mois, tu vois. Donc ça crée des frustrations entre les équipes, des retards et de une mauvaise dynamique dans la boîte. Donc l'idée c'est créer plus de porosité entre ces profils. Trop bien. Merci beaucoup, Bilal. Dev ou Eve, est-ce qu'on a des questions dans l'audience sur les ondes? Si vous avez des questions pour Bilal, n'hésitez pas. Sinon, Bilal, je te dis merci les gars, c'était un plaisir. C'était trop cool de t'avoir. Rien n'était prévu. Merci d'être passé quand même. C'était réglé. Exactement. Merci Bilal, passe une bonne journée et à bientôt. Là, on a notre ami Véléen. Notre ami Véléen qui vient de nous rejoindre. Pose tes fesses, mon ami. Véléen, co-founder d'NFT, c'est derrière des très intéressant dans le Web3, sur les marques principalement, si je dis pas de bêtises. Donc, comment tu vas? Comment ça va? Franchement, super bien. On a NFT NYC. Non, je raconte, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe. On est à Lisbonne. Ouais, on est à Lisbonne. Juste, c'est dans une vibe week-end, les gars. Donc. Non, pour la petite blague, la dernière fois qu'on s'est vu, dans le même contexte, on était justement à New York et c'était assez intéressant, effectivement. Ouais. Donc, petit flashback. Non, alors, on est à Lisbonne. Comment ça va à Lisbonne? Comment ça se passe? Franchement, Lisbonne, ça fait plaisir. On se retrouve tous ensemble. On voit aussi de nouvelles boîtes qui émergent, qui n'étaient pas forcément présentes l'année dernière dans le space et qui ont build entre temps et qui aujourd'hui sont là pour présenter, connecter avec les personnes. Globalement, j'ai envie de te dire, les events, c'est l'aspect même de notre écosystème. C'est la communauté, c'est se rencontrer, c'est voir, c'est kiffer ensemble, c'est faire des soirées et c'est parler projet. Eh ben, grave, merci beaucoup. Alors, là, t'étais là en tant que VLN ou t'es là en tant que NFT? Alors, en plus, je suis là en tant qu'NFT. Donc, on a un petit stand, vers le début là-bas. En fait, on présente 2 produits, si tu veux. Donc, pour ceux qui savent, NFT très rapidement. Vas-y, balance. C'est une boîte de conseils. On forme, on conseille, on pilote des projets. C'est cool. La petite particularité, c'est de rencontrer sur les ordres de réglementation et des frameworks AML. Donc, c'est un registre un peu barbare, mais juste pour dire que traquer les fonds, parce que en tant que corporate, tu ne peux pas récupérer des fonds qui sont sales. Premier enjeu. Le deuxième enjeu va se situer au niveau des IP, de la propriété intellectuelle. Tu ne veux pas exploiter ta propriété intellectuelle comme des NFT. Là, c'est 2 ce qu'on a dans l'ensemble du club. Et en fait, c'est pas de développement, on ne fait pas de création, on contacte pas. On doit travailler en écosystème. Et c'est une de nos particularités. On n'a rien in-house. On est vraiment là pour créer le conseil, prendre des cahiers des charges, et ensuite emmener l'écosystème, parce qu'on est un écosystème, et avancer ensemble pour build le projet. Et aujourd'hui, du coup, à NFC Lisbonne, on a 2 petits produits qui sortent un peu de tombe, on n'a pas trop parlé. On a un produit qui est Horus, vraiment se concentrer sur le hacking de ZNS. Qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple très simple. Aujourd'hui, tu es coca-cola.eth. Quelqu'un utilise coca-cola.eth pour sortir une collection, donc le qui est homophobe et raciste, c'est un impact sur ta. Dans le monde du Web 2, on a ce qu'on appelle les démarches UDRP, qui sont des démarches qui te permettent de récupérer les noms de domaines qui utilisent ta propriété intellectuelle. Dans le Web 3, ça n'existe pas. C'est là qu'on intervient. On va monitorer, surveiller les contrefaçons, et ensuite on va ce qu'on appelle de l'audit, à partir de l'information de la blockchain, retrouver l'identité civile de la personne. En retrouvant l'identité civile, on peut donc alors contester peut-être que tu as Alors je te coupe juste parce que ça. Donc voilà, c'était pour vraiment faire un petit résumé d'Horus. On aime bien le NFT. L'Antiquité. Une petite question par rapport à ça. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous vendez aussi, enfin,
donc, que vous conseillez. Ça fait partie aussi de votre démarche quand vous sur créer un smart contract, créer une expérience, créer une propre marque. Ça aussi, c'est un élément de marche. Différenciant, je dirais peut-être. C'est un des éléments aussi qui limite le risque finalement. Donc la même on va appliquer des frameworks YAML, le fait d'acheter l'identité digitale, c'est protecteur, ça pose un cadre. Et pour répondre de manière hyper transparente et très cash, c'est un élément différenciant. Mais Horus aussi, c'est un élément à part entière. Parce que tu n'as pas besoin d'être dans le Web3 en tant que marque pour te protéger dans le Web3. Parce que même le fait que ce soit un nouveau terrain d'expression, ça peut avoir un... Donc il y a une double réponse. Ok. Pour le dev. Ce genre de, enfin, cette activité-là. Totalement. Alors, on a déjà opéré ce framework. Et plus concrètement, qui va être marque qui a une date d'expiration et une date de grâce qui se finit. Simplement aller le racheter. Et l'autre sérieux, comme j'ai évoqué, on va aller doxer légal. Donc c'est simplement prendre contact avec lui. Et donc, petit moment teasing pour ceux qui sont déjà à Lisbonne. C'est Jordan, justement, une conférence. On n'entend plus rien, les gars, là, sur le live. Montrer, finalement, que la blockchain, c'est transparent, mais ce n'est pas anonyme. Et qu'en fait, on peut très facilement retrouver ton nom, ton prénom, ta vie, ta boîte, où est-ce que tu habites, si tu ne fais pas attention à tes... On remet un petit peu du réseau. Est-ce que, Eve, on est bon là sur la transmission? Ça coupe. Donc, alors, je viens de repasser sur mon network. Normalement, ça va aller mieux. Eve, n'hésite pas à nous dire si tu nous perds. Vas-y, pour l'instant, ça va. Continue. Donc voilà, je ne sais pas où est-ce que ça s'arrêtait dans le coupage, mais globalement, le but aussi demain, c'est de faire une conférence hyper pragmatique en disant notre écosystème, il est transparent, mais il n'est pas anonyme. Et aujourd'hui, l'hygiène digitale, c'est hyper important si vous êtes porté par les valeurs fondamentales qui ont fait naître Bitcoin, en fait. Mais qu'aujourd'hui, si vous utilisez la blockchain, les crypto-monnaies et l'ensemble de vos transactions sans réfléchir aux conséquences de vos actes, c'est assez facile de vous lier à votre identité. Eh ben, trop bien. Merci beaucoup pour ce petit heads up, notre ami Véléyen. Est-ce que tu as des petites news comme ça croustillantes à nous donner? Ça, on aime bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement, parce qu'on va passer à d'autres projets, des petites news, un petit projet sympa sur lequel vous travaillez, une alpha, quoi. Mec, je vais être hyper honnête avec toi. Et pour ceux qui nous connaissent ou ceux qui nous connaissent pas, on n'est pas très bon dans le marketing et dire au monde ce qu'on fait. Parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de parler d'un truc une fois qu'il est fait et qu'il est public. Donc, je ne donnerai pas d'alpha, malheureusement. Surtout pas. C'est pas encore launch. Mais en tout cas, c'est super cool, les gars, d'être avec vous. Et au prochain invité de rentrer sur la piste. Exactement, merci V. On peut pas applaudir comme ça, mais le cœur, mais les emojis, balancer plein d'emojis. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse. Et ça, Eve, je pense que tu vas kiffer parce que là, on va demander à l'audience de repartager ce space, d'essayer de liker, interagir, faire en sorte qu'on soit écouté. Et là, on va repasser à Damien, Damien de The Lost Wallet, qu'on a eu ce matin et qu'on a envie de réavoir là maintenant pour nous parler de The Lost Wallet, de la journée so far, parce que ce matin on t'a eu. Salut Damien, ce matin on t'a eu et je pense que tu as eu beaucoup de passages depuis. Ouais, bonjour à tout le monde et donc depuis ce matin on a eu beaucoup de passages. Il y a beaucoup de monde, c'est sympa de voir aussi parce qu'il y a des gens, en fait c'est assez international. J'étais assez surpris parce que je pensais que ça allait être peut-être un peu plus français et tout. En fait, je crois que j'ai eu beaucoup de Canadiens, de Quinry et tout, donc c'était super cool. Et c'était des gens qui du coup connaissaient The Lost Wallet avant et venaient te voir ou l'ont découvert ici à la conf? Un peu des deux. Alors on a eu quelques personnes qui sont venues et qui connaissaient déjà Lost Wallet et non là il y a pas mal de nouvelles personnes
qui justement sont super curieuses de savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Non, franchement, potentiellement, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde encore qui connaît pas encore et qui sera bien intéressé. J'ai de bons retours jusqu'ici. Pour les personnes qui n'étaient pas là, tu peux juste nous rappeler ce que c'est The Lost Wallet en 30 secondes. Yes, alors The Lost Wallet, c'est une quête à travers des métaverses pour retrouver 24 mots d'une seed phrase d'un wallet MetaMask et le vainqueur, le premier qui trouvera les 24 mots et les mettra dans le bon ordre, gagne un CryptoPunk et plein d'autres NFT. Et donc pour revenir sur The Lost Wallet, c'est du coup une quête, enfin plein de quêtes qui ont été lancées. Aujourd'hui, on en est au nombre de 7. Les gens peuvent parfaitement rejoindre la quête en cours de route. Tout est dispo sur le site. C'est un jeu où il va falloir trouver des mots, des indices un peu partout. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu sur les règles du jeu? Carrément. Alors ouais, la quête et on peut complètement la rejoindre maintenant. En gros, chaque semaine, on a une nouvelle quête, donc un nouveau mot à trouver. Actuellement, il y en a 7 qui sont live. Pour les gens qui rejoindraient à ce moment-là, vous pouvez aller sur le Discord et il y a un channel Hints où en fait, on va vous donner quelques clés pour vous aider sur les 5 premières quêtes. Donc voilà, ça sera déjà un bon raccourci pour vous et puis ça vous permettra d'un peu appréhender comment fonctionne une quête, etc. Et du coup, donc là, c'est ce que je disais ce matin, c'est que donc on a encore 17 mots à trouver. On se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, peut-être qu'un mot par semaine, ça va être un petit peu long. Donc, dans les semaines à venir, on va avoir plusieurs mots qui risquent de se glisser dans une seule quête. Donc voilà, ça va s'accélérer et je vous dis tout de suite, d'ici la fin de l'été, il y aura l'un d'entre vous qui va gagner un CryptoPunk. Qui va gagner un CryptoPunk. C'est quand même, on rappelle le prix, hein, parce Alors, que on est d'accord, c'est pas un bundle, c'est pas un pack de NFT, même si on crache sur rien. Là, on parle d'un CryptoPunk 2672, je l'ai sous les yeux. 2672, c'est le numéro. Donc on est sur quel type de CryptoPunk? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette PFP là, de ce prize? Eh bien ouais, alors bon, je vais pas dire de conneries parce que je sais qu'il y a des mordus de CryptoPunk qui connaissent tous les traits, etc. Je peux juste vous dire que il est relativement rare. C'est pas du tout un floor. Donc voilà, il me semble qu'on l'a acheté à 75 ETH. Bon, je vous laisse faire le calcul, hein, ça fait 150 000 balles. C'est sympa pour les vacances. C'est un petit investissement. C'est 150 000 balles en bear market surtout. Ouais, voilà, faut imaginer ce que ça représentera derrière. Donc voilà, imaginez, vous faites une quête pendant un été et puis vous avez l'équivalent d'un petit appartement, d'un truc. C'est pas mal. Ou le garder, faire partie de la communauté et rejoindre les audits parmi les audits. Moi, je voulais une question qui s'est pas posée ce matin et je suis un peu curieux là. Comment ça s'est passé avec Larva Labs, avec CryptoPunk? Comment ça a été pris? Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Alors ouais, c'est une très bonne question. Alors donc on a John Carr, donc qui est à l'initiative en fait de ce projet, donc qui lui entretient de très bonnes relations avec Larva Labs. Donc oui, on est en contact avec eux, aussi avec le Punk DAO. Voilà. Ok. Je peux pas trop en dire. Voilà, là on rentre dans les méandres des secrets. Non, trop cool. Je pense que j'en profite pour dire aux gens dans l'audience, si vous avez des questions sur ce magnifique projet The Lost Wallet, n'hésitez pas. Je voudrais juste rappeler que derrière The Lost Wallet, effectivement, il y a plusieurs acteurs. On retrouve Beam Builders, Advocate du Metaverse. On retrouve John Carr, forcément, qui l'a poussé. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Et oui, parce que depuis peu, on a Rug Radio. Ah, yes. Ah oui. Non, donc on a Rug Radio qui nous a rejoint en média partner. Donc voilà, on est très très content de bosser avec vous les gars. Et Rug Radio aussi, Farok, Shana et compagnie. Donc voilà. Ouais. Donc c'est vraiment les personnes à la base du projet. Et puis après, on a de nombreux partenaires, notamment Sandbox, Decentraland, BNV, The Nemesis, Realty, Over, World, Special. Voilà, et puis de nombreux autres.
Non, je pense que ça qui est hyper cool et qu'il faut rappeler, c'est que c'est un projet qui, on a dit ce matin beaucoup, hein, qui vise aussi à éduquer autour de l'utilisation du Web3, autour de la culture Web3. Il y a effectivement Beam Builders, Rogue Radio et John derrière le truc, mais avec toutes vos collabs, en fait, les quêtes se font avec des collabs. Si je comprends bien, tu vois, c'est qu'une quête égale une ou plusieurs collabs, et du coup vous mettez en collaboration plusieurs projets ensemble. C'est ça exactement. Parce que pour nous, le but, c'est vraiment de démocratiser les métavers. Actuellement, on est encore vraiment à l'aube de toute cette vague de métavers, etc. Et en fait, pour les utilisateurs du Web3, alors à part pour ceux qui sont vraiment curieux et qui sont passionnés justement de simulation ou de jeu, il n'y a pas encore un but précis pour lequel aller dans un métaverse. En fait, justement, en faisant cette quête, pour nous, le but, c'était de donner de générer l'envie en fait d'aller visiter les métaverses chez les joueurs. Et en fait voilà, c'est un CryptoPunk, je pense que c'est un leverage qui est assez suffisant pour que voilà les gens qui seraient peut-être pas forcément curieux à la base d'aller voir dans les métaverses puissent y aller et puis finalement découvrir que c'est peut-être pas ce qu'ils pensaient et puis essayer les différents métaverses aussi parce qu'en fait la quête elle se passe dans de nombreux métaverses. Donc c'est une porte d'entrée en fait dans la multitude de métaverses qui existent et qui cohabitent dans l'écosystème. Ouais, c'est trop bien. Et exactement ce que tu disais ce matin. Et effectivement, c'est intéressant. On parle beaucoup effectivement de NFT, de projets blockchain, etc. Mais il y a tout un enjeu autour de la création de ce métaverse-là. Aujourd'hui, c'est plein de métaverses. Demain, je pense que c'est des initiatives comme ça qui vont permettre, tu vois, d'avoir cette fameuse interopérabilité entre tous ces mondes-là. Technologiquement, on y arrive. L'IA qui débarque, toutes ces personnes qui sont pas concurrents, tu vois. C'est ça qui est stylé dans ce projet, c'est que tout le monde met la main à la pâte pour une œuvre commune autour d'un prize qui est quand même assez cool et assez conséquent. Donc félicitations pour ça, mec. Bravo à toi. Tu seras encore là toute la journée et demain. Donc n'hésite pas à dire voilà, à faire une petite annonce, à inviter les gens à venir à ton stand. Je te laisse, c'est ta petite seconde. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce space. Et ouais, donc on sera là pendant tout le salon juste en face du stand de Rogue Radio. Donc voilà, n'hésitez pas à venir et puis si vous grattez un peu, peut-être que vous aurez quelques indices, qui sait. Allez gratter des infos, c'est le moment d'aller gratter des infos. Il est en face de Rogue Radio. Rogue Radio, on est pas mal du tout. On a un super stand. Merci John Carp de nous avoir mis aussi bien. Merci aussi Damien. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se revoit. On n'a pas fini. On va continuer à narrer cette histoire aujourd'hui, ce soir, demain. Et merci encore d'être passé, mec. C'est la roulette. Qui le tour. Donc, alors d'abord, avant toi, Samuel, il y avait notre ami Fares, enfin mon ami d'ailleurs, parce que on va être fully transparent avec notre audience. On a pas mal travaillé ensemble à la Factory. Aujourd'hui, Fares revient avec un projet qui vient de sortir. Je dis pas comment ça s'appelle. Je dis pas ce que ça fait, mais je vais tout te laisser pitcher. Voilà, c'est donc ton petit quart d'heure. Déjà, Fares, avant de commencer, on aimerait bien savoir qui t'es. T'es qui? Présente-toi. Qui tu fais quoi? T'es qui? Tu fais quoi? Salut tout le monde. Déjà, merci à Rogue Radio pour l'opportunité de parler. Franchement, parfait. Voilà, moi je m'appelle Fares. J'ai travaillé chez Ledger, NFT Factory. Et aujourd'hui, c'est vrai que je lance ce projet. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours été entre le crypto art et vraiment les dégènes qui flippent des PFP. Donc voilà, j'ai essayé de faire un projet qui correspond aux choses que j'aime et qui ont du sens pour moi. Donc voilà. Donc alors le projet, ça s'appelle. Le projet, mec. Le projet, ça s'appelle FlipDat, ok. Donc c'est une marketplace juste pour flipper des NFT. Sur FlipDat, tu peux même pas acheter un NFT et le garder. Tu peux que le flipper. Et donc du coup l'idée c'est que alors du coup la plateforme elle s'appelle FlipDat et sur FlipDat tu peux que flipper les NFT. Et en gros comment ça marche? On te montre les collections qui sont en train de pump, qui sont en train de trender. Tu peux regarder un petit peu la data rapidement, pas trop de trucs compliqués. Et ensuite tu peux
acheter le NFT et directement mettre le prix auquel tu veux le vendre. Donc ça veut dire que tu l'achètes et tu le listes directement pour être sûr de capturer la valeur de ton flip et pouvoir faire un profit. Voilà. Donc en gros, moi, comment je le décris, c'est Blur pour les nuls. C'est ça, Flipdat. Voilà. C'est super. Donc du coup là, on est d'accord qu'on s'adresse à du degen ou à de l'apprenti degen. Est-ce que dans ta plateforme, c'est pour qui exactement? Est-ce que tu peux détailler un petit peu qui sont ces personnes qui pourraient utiliser la plateforme et après tu peux nous raconter un peu voilà où t'en es un petit peu dans le projet. Je sais que tu as ouvert une bêta, c'est ça? Ouais. Alors justement pour le premier point, en fait ça s'adresse vraiment à un segment qu'on essaye d'identifier et de targeter. C'est ce que nous on appelle les casual traders. Ça veut dire aujourd'hui dans le marché il y a vraiment des pro traders qui utilisent des tools comme Blur ou Nansen ou quoi, et en fait vraiment qui vont faire du deep data analytics. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on fait. On s'adresse aux gens qui sont des dégènes, des gens qui ont déjà une wallet, qui achètent un petit peu des NFT, mais ils savent pas exactement comment naviguer le space pour faire du profit. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir ce tool qui te permet d'acheter, de lister et de faire ton profit d'une manière simple. Et donc, c'est vraiment ce segment de casual traders, ok? Et ensuite, là où on en est, aujourd'hui, hier, on a push la bêta. Donc maintenant, la bêta, elle est live. Il faut juste s'inscrire sur la waitlist. Et ensuite, nous, on vous donne accès. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc on retrouve ça sur quoi? Sur Internet, sur Twitter, j'imagine, bien sûr. Discord, peut-être? Non, on n'a pas fait de Discord parce que c'est trop de bruit, trop de trucs. Donc pour l'instant, on se focus sur Twitter et LinkedIn. LinkedIn, en vrai, il y a pas mal de... c'est marrant parce que il y a des dégènes professionnels qui sont dans des boîtes, qui ont des wallets et tout. Et moi, j'envoie des messages à des gens, ils sont là, ils sont CEO d'une boîte. Ouais, ça a l'air marrant ton truc, je vais essayer de flipper et tout. Et en fait, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas encore de produits pour vraiment flipper des NFT. Voilà. Et aujourd'hui, faut savoir que Blur, et ils ont 65% du marché, OpenSea 27%. Donc en vrai, il y a vraiment un fit pour ce genre de profil. Petite question, tu es sur la blockchain Solana ou tu es sur toutes les autres blockchains? Alors, très bonne question. Pour l'instant, on teste sur Ethereum parce que c'est là où il y a 80% de la valeur. Il y a vraiment deux blockchains qui nous intéressent, particulièrement en parlant à nos utilisateurs, parce qu'on a fait beaucoup de tests, on a fait plus de 100 heures d'interviews avec des dégènes pour vraiment comprendre ce qu'ils voulaient. Nous, on a vraiment un motto, c'est Make something people want, c'est from YC. Et en fait, on a vraiment identifié que Solana et Polygon, c'est vraiment là où il y a du volume, là où il y a du trade à faire. Voilà. Ok, il y a juste une petite question de Eve. Ok. On n'a pas le son. Yes, Attends, Eve, on équipe Fares avec les écouteurs. Ouais, tu peux poser la question. Vas-y, go. Yes, c'est pour savoir si donc on peut le faire de notre wallet, par exemple, de notre propre wallet, ou ça va être un wallet justement dédié à la plateforme. Alors, tu veux dire un custodial wallet ou un hot wallet MetaMask? Ouais, exact. Alors, en fait, aujourd'hui, tu peux te connecter avec ton hot wallet. Donc, c'est pas custodial. Nous, on va pas garder tes assets ou quoi. Tout se passe dans ta wallet et tu interagis directement avec les marketplaces. Ok, génial. Merci beaucoup. Pas de souci. Salut, Eve. Si personne d'autre n'a des questions, est-ce que dans le public on a des questions? Parce qu'on a un public, les gars. On n'a pas de questions, on est bon. On est sur 0 questions. Donc, merci beaucoup, Fares, le F, Hiro. N'hésitez pas, on a pingé Flipdat sur ce space là, n'hésitez pas à aller voir. On est ravis de t'avoir écouté, j'ai très envie d'avoir plus de news de ce truc là. Voilà, n'hésite pas à nous tenir au courant. J'espère que tu repasseras sur Rug Radio avec d'autres news, des très bonnes news. En attendant, merci beaucoup F. Merci. Et on continue la roulette. C'est le moment de passer. Samuel, vous ici. Alors, on va continuer, mais avant ça, on va juste faire un petit ping parce que on a remarqué que plus on le dit, mieux ça marche.
N'hésitez pas à repartager ce space, à le partager, à le diffuser, à liker, à le conseiller à vos amis. En tout cas, là, on vous raconte Lisbonne. On vous raconte Lisbonne à travers des projets francophones qu'on a rencontrés personnellement et qu'on a aimé, à qui on a proposé de venir et de passer raconter un peu cette histoire. Aujourd'hui, on est avec Samuel. Samuel, comment d'ailleurs? Oui, Samuel Sonnet. Dis-moi. Samuel, comment? Samuel Sonnet. Ok, on est avec Samuel et qui est l'un des cofondateurs de Crypt. Je l'ai bien prononcé? Oui, parfait. Crypt, K-R-E-Y-P-T. Ouais. C'est pas Crypt. Donc voilà, Samuel que j'ai rencontré avec d'autres de ses cofondateurs à Paris et puis maintenant on se revoit un peu à Lisbonne. C'est un projet très cool, un projet qui se construit. Est-ce que Samuel, tu peux te présenter rapidement et nous présenter ensuite Crypt? Bien évidemment, merci et puis merci de donner cette opportunité d'en parler. Ça fait maintenant environ 1 an et demi qu'on développe ça avec des artistes, avec des développeurs. En gros, Crypt, c'est un atelier d'art 3.0 qui va vraiment chercher de l'art crypto-conceptuel, c'est-à-dire partir du principe que quand les frères Lumière ont inventé le cinéma, ils sont pas allés dans un théâtre pour filmer du théâtre, ils ont cherché comment faire pour que l'outil devienne une œuvre d'art qui n'ait pas été pensée avant. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est voir comment est-ce que le smart contract peut créer des œuvres d'art qui ne sont pas juste des images, des vidéos ou des musiques sur lesquelles on a mis un certificat NFT pour le rendre monétisable, ce qui est super cool. Mais on pourrait, je crois, aller beaucoup plus loin. Il y a déjà des artistes qui font ça depuis des années. Et nous, on travaille énormément sur la vision conceptuelle en lien avec l'histoire de l'art depuis des siècles en fait. La dernière fois qu'il y a eu un courant conceptuel, c'était les années 60. Ça fait 60 ans que ça n'existe pas de nouveaux courants là-dessus. On travaille avec des curateurs, des galeries, des artistes. Et on lance là une toute première collection qui s'appelle Crypt Music, parce que moi à la base, en plus d'être artiste contemporain, je suis chef d'orchestre. Je dirige des orchestres symphoniques, des opéras à travers le monde depuis maintenant 25 ans. Donc en fait, Crypt Music, c'est la première collection. Vous pouvez aller sur musique.crypt.art et en fait vous tapez une phrase, n'importe laquelle, et on utilise un algorithme de conversion qui a 1000 ans, qui existe depuis l'existence de la musique occidentale, ce qui fait que ça impose des notes. Et ces notes, on a des compositeurs, des arrangeurs et un orchestre symphonique complet qui vont prendre cette phrase, la transformer en une partition, une audio, une vidéo, avec des droits d'éditeur, avec un vrai contrat, un contrat IRL, pas juste Web3, pour avoir une expérience complète sur quelque chose qui n'aurait pas pu exister avant que la NFT existe. Donc là, c'est la musique symphonique dans laquelle la blockchain est au cœur du process. Ça, c'est Crypt Music. Ça, c'est Crypt Music. Donc, effectivement, là, on est sur un projet hyper intéressant puisque, moi, personnellement, ça fait, je suis un féru de musique aussi, tout type de musique. Et c'est vrai que les projets, innovants en musique, t'en as eu plein. On en a eu plein, que ce soit des projets type collection NFT ou des plateformes qui visent à démocratiser la musique auprès des gens, permettre de mieux distribuer, permettre à des artistes de mieux vivre grâce à leur art. Et là, on est sur un nouveau projet qui utilise la technologie simplement pour créer et mieux distribuer, c'est ça? Oui, en fait, c'est pour considérer, moi je trouve, c'est pour faire une métaphore de la blockchain. C'est-à-dire que là, on est sur un produit qui se rend compte qu'en fait, la cryptographie, la clé publique, la clé privée, le hachage, enfin tous les systèmes qui sont à la base de la blockchain ne sont que des systèmes héritiers depuis déjà 1000 ans chez les musiciens. Donc en fait, on est vraiment en train de se dire la blockchain est au cœur de l'idée du projet et non pas le contraire. C'est bien sûr que c'est bien, on va pouvoir faire de la création, de la diffusion, mais à la base, on est en train de faire une métaphore. Chaque musique qui va être composée va venir se concaténer les unes à la suite des autres, un peu comme un cadavre exquis. En fait, c'est une chaîne de blocs musicales. On joue avec les codes aussi du luxe, c'est-à-dire que vous allez composer, vous allez créer une phrase, on va la crypter, mais on va pas mettre d'intelligence artificielle, on va mettre des vrais humains qui vont être derrière. Il y aura même pas de piano numérique, il y aura aucun sample. On travaille avec l'orchestre Colonne, qui est un orchestre qui a 150 ans, qui est le plus vieil orchestre de Paris. Donc en fait, on est en train de mélanger tradition et modernité. Soyons francs, on n'est pas en train d'avoir une techno de ouf. Par contre, on est en train d'utiliser la techno de ouf qui existe déjà pour aller se dire qu'on va faire un projet qui a du sens. Alors, une question du coup par rapport à Crypt Music. Après, je te passe le micro, Dev. Donc, on est sur une collection qui va mélanger du coup NFT URL et une composition musicale qui va représenter le NFT. Est-ce qu'il y a une supply de ce NFT là ou est-ce que c'est à la création et c'est une création libre?
Non, on est pour l'instant, on est en train de travailler sur une open supply parce que je pense que l'important c'est un produit. J'aurais presque tendance à dire c'est d'abord un produit artistique et le NFT il est là pour permettre son existence. On n'est pas sur un produit pur NFT. Toute la com qu'on est en train de faire et là on a lancé sur le site, on est sur un produit artistique. Donc c'est une commande. Donc en fait c'est une open supply. Vous pouvez aller sur le site. Aujourd'hui, on peut pour l'instant pré-réserver. On lancera la production à partir du mois d'octobre. Il y a différents formats, différentes options. Vous avez envie de faire créer à des compositeurs à travers le monde une musique qui a été imposée par votre message, par le texte de votre choix. Et ben hop, on va le rentrer. Le NFT, il nous sert à quoi? En fait, il nous sert à avoir cette capsule numérique qui encapsule la partition, l'audio, la vidéo, qui garantit un contrat IRL, c'est très important. Je considère que si la musique est utilisée, par exemple dans le prochain film de Spielberg, très important que le propriétaire du NFT ait ses droits d'édition en tant que commanditaire et co-créateur. Donc en fait, le NFT permet l'exploitation d'un produit artistique. C'est ça qui nous éclate. Utiliser l'outil pour avoir des œuvres qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Eh ben, bravo à vous. On va essayer de pinguer le. C'est bon? Eh ben merci. Attends, pardon, je t'ai oublié. T'avais une question, je crois. Tu parlais tout à l'heure de modernité. Est-ce que le sujet intelligence artificielle est sur la table pour le projet? Alors, il est sur la table de nos réflexions, c'est-à-dire comment mettre l'intelligence artificielle dans l'art conceptuel aujourd'hui. L'art génératif et l'IA, qui pour le coup sont en effet deux choses différentes. On est en réflexion. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de donner du sens. Donc, c'est vrai que pour l'instant, les collections qu'on lance ne l'utilisent pas. Et dans le cas de Crypte Musique, j'ai pas envie de botter en touche de la simplicité en disant c'est un algorithme qui va le faire. J'ai vraiment envie de prouver, et c'est pour ça qu'on fait des vidéos avec des vrais violoncelles, des vrais violons, des vrais flûtes. Tout ce qu'on fait est vraiment organique pour avoir cette émotion-là. Dans l'avenir, on va toucher à ça, mais encore à la condition que ce soit pour utiliser l'IA comme un germe pour regarder le monde. Pour moi, la contemporanéité est plus importante que la modernité, c'est-à-dire être dans le monde pour le regarder, pour le décrire, le dénoncer ou au contraire le soutenir. Mais le rôle de l'artiste, c'est pas juste j'utilise un outil et je fais du beau avec. Le beau, c'est subjectif. Pour moi, je parle vraiment de la vision de ce que je définis comme étant l'art contemporain. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup Samuel, c'était très cool de t'entendre. On a hâte de découvrir un peu plus. N'hésite pas à nous tenir au courant aussi. Évidemment. Et on repassera sur Rogue Radio, je pense à un moment donné. Et ben merci beaucoup. Merci. Ardou à Paris, salut. Alors, qu'est-ce qu'on va recevoir de plus? Alors, on va recevoir d'abord Edouard qui est là depuis un petit moment. Et puis après on va recevoir le OG. On va recevoir le OG de Oxia Origin. Edouard, du coup là on continue un petit peu sur la touche artistique, puisqu'on reçoit un artiste. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Le classique, t'es qui, tu fais quoi? Tout à fait, alors je m'appelle Edouard, je suis artiste depuis peu. Je me suis mis à l'art visuel sur NFT, c'est-à-dire je l'ai fait précédemment, j'avais fait de la photo, des expos de photos. J'étais aussi producteur de musique électronique, mais là, depuis quelques mois, d'abord, je me suis mis collectionneur. Je suis devenu collectionneur de NFT. Ça a commencé comme ça. Je me suis dit, finalement, je les collectionne, je pourrais aussi bien les faire, puisque je fais aussi de l'art visuel. Et j'ai commencé à réfléchir à un projet. En avril, j'ai eu une première exposition à la NFT Factory. J'ai essayé de faire quelque chose qui n'avait pas été fait avant. La NFT Factory à Paris, bien sûr. À savoir la première expo à la fois artiste et collectionneur. Parce que ça sert à rien de faire quelque chose qui a déjà été fait. Je m'étais aussi dit que si je faisais une expo uniquement d'artistes, les gens pouvaient se dire ah oui mais si j'aime pas, je vais voir 50 choses que j'aime pas. Donc là sur les plus de 50 écrans qu'il y a sur Factory, je suis sûr que les gens vont au moins aimer quelque chose, ils seront contents d'être venus. Et au passage, c'est aussi un peu comme l'idée des groupes d'artistes qui organisent des expositions. On ne s'agit pas de dire que c'est un mouvement quoi que ce soit avec un manifeste, mais de dire on va défendre le fait que que des gens qui s'appellent jusqu'à maintenant des motion designers, qui travaillent, qui ont fait du rendering 3D ou du graphisme dans la publicité ou etc., qui ont un travail par ailleurs. D'ailleurs, ceux qui ont le plus de succès ont arrêté de travailler et sont devenus artistes à temps plein, mais de dire que ces gens-là sont aussi des artistes. C'est pas que des gens qui ont fait les beaux-arts et qu'ensuite se sont inscrits se sont attachés à une galerie avec un mécène, un collectionneur mécène, etc. Et l'idée, c'est vraiment de
de mettre en avant le fait qu'il y a aussi une autre génération d'artistes qui, grâce aux NFT, ont pu finalement faire gagner leur vie en faisant commerce d'art digital. Et sachant qu'avant, ils avaient un compte Instagram, un compte Behance, ils avaient 1 million de likes, mais ça leur permettait pas de faire des œuvres d'art pour eux-mêmes, c'était toujours des commissions. Donc je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais à la fois présenter tous ces artistes-là que j'ai sélectionnés en tant que un peu que curateur de l'exposition, mais en fait collectionneur tout simplement. Je les revends pas, elles sont pas à vendre les œuvres. Et en parallèle, je vais aussi présenter mes propres œuvres. Et ça permet aussi aux gens de se dire, est-ce qu'il y a un parallèle esthétiquement parlant, artistiquement parlant, entre les œuvres que je fais et les œuvres que je collectionne. Donc voilà, ça permet de poser toutes ces questions-là. Et donc cette exposition qui a lieu en avril, je la rouvre la semaine prochaine, du 14 au 17 juin, à la NFT Factory Paris. Donc ceux qui l'auraient raté parce qu'ils étaient par exemple à NFT New York ou autre, par exemple, et ben voilà, ce qui était mon cas. Bah oui, parce que j'ai pas bien choisi la date, j'ai pas capté. Donc là, attention, on m'a dit, attention, je peux pas venir, je suis à Art Basel. Bon, alors malheureusement, il y a toujours un truc. Mais ceux qui sont pas à Art Basel, et ben voilà, ils sont invités à venir à NFT Factory. À NFT Factory, on rappelle les dates? Oui, du 14 au 17 juin, et c'est de 13h à 20h, et je suis là en permanence. J'offre aussi des catalogues de 40 pages que j'ai écrits pour l'occasion, où je parle de chaque artiste et de chaque œuvre. Juste avant, tu peux juste dire ton Twitter, comme ça, elle va pouvoir pinguer ton nom, comme ça les personnes vont pouvoir te retrouver. Et deuxième question, c'est quoi le cheminement d'un artiste Web 2, entre guillemets, qui rentrerait dans le Web 3, dans la blockchain, et qui transformerait son art dans la blockchain? Alors, mon Twitter, c'est Edouard Music, donc EDOUARD MUSIC. Et sur Instagram, c'est Edouard tout court. J'ai failli avoir Edouard tout court sur Twitter, mais en fait, c'est un bot qui me l'a volé. Donc, c'est une longue histoire. J'ai essayé de contacter Elon Musk, j'ai pas réussi. Bon, pour l'instant, c'est Edouard Music, mais on va faire avec. En ce qui concerne l'idée d'aller sur le Web3, de faire des NFT, bah, simplement l'idée d'innovation. Moi, je suis ingénieur de formation, donc ça, évidemment, ça m'a parlé. Et oui, je me suis dit, si c'est pour faire les choses qu'on a déjà faites, ça sert à rien. Il y a un espace relativement vierge, même si ça y a quand même quelques années maintenant, mais il y a encore plein de choses à faire, à démontrer dans cet espace nouveau. C'est là que ça se passe. Et c'est là qu'il y a des choses à démontrer. Donc j'aurais pu imprimer ça, mettre ça dans une galerie, mais ça aurait été vu, revu. Donc voilà, au moins je peux apporter peut-être mon expérience et mon angle de quelqu'un qui vient aussi du monde de l'art contemporain, plus classique des galeries, et apporter cet œil-là et essayer de montrer que les NFT, il y a un peu de tout. Oui, il y a des PFP, il y a des collectibles, mais il y a aussi de l'art, et que ce sont pas c'est pas de l'art NFT, ce sont des NFT d'art, voire de l'art sur NFT, comme il y a de l'art sur toile ou de l'art sur papier, et ben il y a de l'art sur NFT, que c'est un support comme un autre. Eh ben, merci beaucoup, Edouard. On rappelle les dates du 14 au 17 juin, merci beaucoup. Du 14 au 17 juin, c'était un plaisir de t'avoir. Merci Rogue Radio. Merci à toi, Edouard. On sera là du 14 au 17 et on va essayer de voir ça, essayer de couvrir ça. On verra si tu peux partir sur le show aussi. Là, on va continuer la roulette. Aaron, c'est toi? Alors là, les gars, on va recevoir des OG, des gamers, ce que vous voulez. On a Oxia Origin, on a Aaron et Jack. Les gars, comment ça va? Ouais, prends une petite chaise, mets-toi à l'aise. Yo, what's up guys? Ça va? On a l'organisateur qui est Al. On a John qui passe faire des coucous furtifs. Merci John. Merci pour le stand, John. Allez voir les photos, franchement, ils nous allaient bien. Les gars, on revient à vous. Déjà, comment ça va? Comment ça se passe? Bah, tout se passe bien. Là, l'événement, c'est magnifique. On rencontre plein de monde, c'est vraiment bien. On est un bon projet aussi, de la maturité au niveau du projet. On est en train de faire un selfie, c'est un peu compliqué de parler en même temps. Donc moi, ça va très bien. Un peu mal à la tête, il fait chaud. Ils avaient annoncé de la pluie, mais au final, ça va bien. Et toi, mon cher Aaron? Au top, franchement, d'être au micro face à des si grands OG et de pouvoir parler un peu de Oxia Origin, des nouveautés qu'on a pu avoir et peut-être des questions qu'il pourrait y avoir dans l'audience. Ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas. Mais je donne le micro. Bah, trop cool. Du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur la jeunesse du projet, sur vous, ce que vous faites dans le projet, à part l'avoir créé? Ouais, bien sûr. Du coup, ça fait plus de 2 ans que on a commencé la conception de l'idée et on a voulu vraiment changer certains codes de la partie gaming et NFT. On a commencé à être 4, puis une quinzaine, puis au pic une 60aine. C'est jamais évident d'être dans un milieu comme le Web3, mais aussi gaming.
où on a eu toutes les complications possibles, mais au fond, on s'est bien restructuré, on a fait les bonnes décisions pour avoir un jeu qui va vraiment déchirer. Et j'ai hâte que vous le retrouviez. Et si jamais il y a des Parisiens qui nous écoutent et des personnes qui veulent venir dans nos bureaux à Station F, vous pourrez le tester en avant-première. En tout cas, on a commencé avec les avatars, comme certaines personnes peuvent le savoir. Une grosse communauté sur Discord principalement, on est plus de 200 000. On a Ubisoft qui nous soutient et plein d'autres partenaires. Et là, depuis un bon moment, il y a Jacques qui vient donner un gros coup de main et qui nous permet de nous projeter sur d'autres sphères et de pousser la private sale et la sortie du token. Parce que l'idée, c'est vraiment de donner accès à notre jeu, non seulement aux gens du Web 2, mais à ceux du Web 3 et qui puissent être récompensés pour l'attention qu'ils passent dans notre jeu. On nous entend mieux? C'est revenu? Ah, c'est revenu, parfait. C'était le moment le plus croustillant. C'est toujours quand on parle d'argent, de toute façon, que ça coupe. Mais voilà, je passe le micro à Jacques pour dire, les étapes du gaming, tout ce que tu vois. Tout ce que je veux, là, il t'a parlé de la private sale, t'as parlé du token. C'est vrai que c'est la prochaine étape de la vie de Oxia Origin. Et en vrai, ça se passe très bien. On a des bons VC, des très bons VC qui nous soutiennent et qui nous suivent. C'est important parce que, mine de rien, un projet aussi fun qu'il soit et aussi addictif que le jeu qu'on fasse, si on n'a pas des bons financiers qui nous soutiennent, on n'ira pas bien loin. Et là, on est en train de s'armer des meilleurs. Bientôt, il y aura les releases sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Suivez-nous, n'hésitez pas sur Twitter, c'est Oxia Origin, tout simplement. Et The Best is yet to come, comme on dit, tout simplement. Bon. Est-ce que tu as d'autres questions à nous poser? Mec, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions et j'ai tout dit à Devac parce que moi, il faut que j'y aille. moi, il faut que j'y aille. Je vais vous laisser en bonne compagnie avec Devac qui va continuer les interviews. On a encore quelques projets, mais d'abord, moi, j'aimerais une petite question avant de partir. Merde. Non, j'ai plein de questions. Ah, je te laisse mon téléphone. Non, petite question avant de partir, les gars. C'est quoi comme jeu? Le jeu, c'est un third-person shooter, c'est-à-dire c'est un jeu de flingue qui se passe dans une mine qui se génère aléatoirement et d'une manière totalement innovante parce qu'on peut refaire le jeu 1000 fois et il sera jamais de la même manière, que ce soit sur la map, que ce soit sur les monstres, que ce soit même sur la musique, elle sera générée. Donc c'est une sorte d'IA qu'on est en train de développer en interne avec des nouveaux outils. Et finalement, il faut finir cette mine. Il y a différents niveaux. Il y a 11 niveaux et différents boss. Et à chaque fois que la mine est finie, on revient au départ. Et il y aura tous les 3 ou 4 ou 6 mois des nouvelles saisons avec des nouvelles mines. Et évidemment, la partie financière est que le joueur plug ses assets, comme ses armes, comme son armure, au travers un dashboard qui est relié au jeu. Donc c'est un play and earn, mais on est focalisé, on est, on va dire, gaming centric. Ça veut dire que notre mission, c'est de faire un jeu. D'abord, le jeu, il doit d'abord tout exploser. Et la partie financière derrière, c'est greffé, mais d'une manière complètement smart et bien suivi par des gros acteurs comme Animoca, comme Ubisoft, donc on est plutôt serein là-dessus. Trop top. C'est quoi le challenge de monter un jeu vidéo? Parce que c'est quand même une ambition qui est assez forte dans le monde du gaming. On voit tous les jeux qui quand même ont du mal à percer dans cet écosystème-là. C'est quoi les gros challenges que vous avez et comment vous avez justement pensé, c'est quoi le déclic dans votre tête pour se dire je vais me lancer dans le gaming, je vais me lancer un jeu vidéo? Eh bien, en fait, je vais lancer un jeu vidéo dans l'univers du Web 3. On va s'avouer une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de bons gros jeux qui ont, on va dire, fait émotion, qui ont fait mouche. Déjà, il se passe l'observation factuelle du marché, c'est de dire, il y a de la place. On part de ce postulat-là. Et la vision des founders de Oxia était claire dès le début. Minter les NFT, c'était la première des objectifs de cela, c'était de créer le jeu vidéo. Et les challenges, comme tu dis, le premier, c'est les talents. Il faut regrouper que des gens, hyper puissants et hyper pointus dans chacun des par exemple la lumière dans un jeu vidéo, les mécaniques de mouvement, les mécaniques de tir, etc. Et chaque mécanique, chaque on va dire détail du jeu doit être fait avec un talent. Donc le recrutement, je te dirais, c'est le plus dur, mais en même temps c'est le plus excitant. Alors on a croisé des monstres, on a même des mecs qui ont été rewardés par PlayStation qu'on redoit la team, des mecs de chez Epic Games qui sont chez nous aujourd'hui. Je mets peu d'importance sur les logos de là d'où viennent les gens, c'est pas ça qui compte le plus. On regarde ce que les gens ont achieve, qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que ce sont des mecs curieux? Est-ce qu'ils vont, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, par exemple sur Unreal Engine, est-ce qu'ils vont aller faire 17 nuits blanches, se former et arriver 20 jours après nous dire putain les mecs, on sait faire, on va faire et on va être les premiers dans le milieu du gaming à utiliser cette techno?
Et aujourd'hui, c'est le cas. On a des magiciens dans la team, des artistes. Ils utilisent les dernières technos et on sera nous vraiment en avant-première là-dessus. Dernière question, Yuga Lab est aussi sur le même créneau. On voit justement la prod qui sont en train de lancer sur le gaming. Donc ils ont vraiment pris ce même virage. Est-ce que vous suivez ce qu'ils font? Est-ce que vous vous en inspirez? Enfin, ouais, comment tu vois justement tout le projet de Yuga Labs dans le monde du gaming et métaverse? Ok, c'est une bonne question. Évidemment, dans une boîte, faut rester assez agile, souple. Tu sais, comme une petite barque que tu fais gauche-droite pour, on va dire, prendre des bonnes décisions de dernier moment pour ajuster le tir. Mais la vision principale a toujours été la même et elle ne changera pas. On est serein sur ce qu'on propose, on est solide sur nos appuis, on a des bonnes fondations. On va pas, on va dire, changer la vision au gré du marché. Même si aujourd'hui elle est toujours d'actualité, c'est vrai que des fois on prend des directions un peu différentes, mais la stratégie, la vision, la direction qu'on prend restera là toujours la même parce qu'elle est bonne. Elle est vraiment très bonne. Et moi j'ai rejoint aussi Oxy Origin parce que je crois au projet à 100% et en tant que hardcore gamer, j'ai testé le jeu. C'est une tuerie, en vrai. Juste 2-3 mots, clôture, si tu as des actus, si tu as des drops, des alphas, tout ce que tu veux, n'hésite pas à dire et puis on va clôturer. Merci à toi. Seule actu que je peux dire, mais malheureusement sans donner de nom, c'est qu'on a commencé notre private il y a 3 semaines. Elle est bientôt clôturée en vrai, donc c'est assez incroyable. Je pense que ce qui fait la différence sur le marché, c'est qu'on va pas sortir un token sans produit derrière. C'est un token utility, mais on sort le produit 1 mois après. Et quand on dit ça en fait aux VC et aux fonds d'investissement et aux business angels, ils sont choqués parce qu'ils se disent mais attendez, vous sortez le produit tout de suite après? Oui, c'est la vérité. Vous voulez le tester? Oui, allez-y. Donc il se passe un truc, il y a un moment d'émotion où ils sont en mode choqué, en mode mais qu'est-ce qui se passe les gars? Vous avez déjà tout fini? Oui, tout est prêt. Donc c'est ça en fait notre force. Maintenant dans les VC qui ont investi, j'ai envie de dire un nom, mais je vais rester un peu secret pour le moment. Ouais, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Parce que il y a des VC qui viennent pour de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres qui viennent avec un réseau de malades mental, avec des connexions dans certaines zones géographiques du monde qui nous intéressent pour le jeu parce qu'on sait là où on va voir nos players. Et j'en ai peut-être déjà trop dit, mais en vrai c'est un game changer pour nous et ça change tout à fait la private et tous les VC suivent un par un suite à l'annonce de celui-là quoi. Tu repasseras sur Comptoir Web3 pour nous en parler alors. Ça marche. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Salut. Oxy Origin. Alors, à qui le tour? C'est à toi? Non? C'est à toi. C'est Cross the Edge? Ouais. Cross the Edge. Cross the Edge. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Je suis content d'être là, tu peux même pas t'imaginer. Appelle Masada. Alors, je vais présenter, donc du coup c'est Samy, c'est ça? C'est ça, c'est moi. Samy de Cross the Edges. Bravo, tu l'as bien dit. Tu peux juste nous présenter qui tu es, ce que tu fais, et qu'est-ce que Cross the Edges en 2 minutes. 2 minutes. Elevator pitch. Franchement, je vais aller super vite. Je m'appelle Samy, je suis cofondateur de Cross the Edges. Je viens du monde du jeu vidéo. À la base, en fait, on a plusieurs studios de jeux vidéo et ça fait 12 ans qu'on est dans le gaming. Spécialisé dans le gaming, on a créé une IP il y a un peu plus de 3 ans qui est basée donc sur romans avec donc films, séries, films d'animation, comics, des cartes et plusieurs univers de jeux différents. Le premier univers est sorti le 29 mars, le prochain sort l'année prochaine et on a la chance d'avoir onboardé pas mal de monde. Super content de cette expérience. Où ça en est aujourd'hui Cross the Edges en termes d'utilisateurs, en termes d'engagement, en termes de justement de... Parce que là, du coup, votre cible principale, est-ce que c'est des Web3 natives? Est-ce que c'est vous ouvrez un peu plus à un écosystème plus large? Tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. 75% de notre communauté est Web2. On est en ce moment à 170 000 téléchargements, avec un cap à 10 000 téléchargements par jour maintenant. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on a réussi à attirer énormément de monde. Ça fait 5 semaines maintenant qu'on est premier sur l'App Store de différents pays. Donc France, en Australie, en Japon, on est dans le top 5, pareil au Portugal, on était premier aussi au Portugal. Et en fait, notre idée, c'est de continuer à avancer au fur et à mesure en essayant d'attirer un maximum de personnes du Web 2 et de rendre en fait l'expérience la plus simple possible. Et donc, du coup, quand tu dis justement une expérience simple, comment vous avez réussi à craquer ce challenge d'onboarder des personnes qui ne sont pas du tout native blockchain dans un jeu justement Web3? C'est quoi le process? C'est quoi les outils que vous utilisez? C'est quoi vraiment tout le challenge? Comment vous l'avez remonté? Écoute, c'est une excellente question, elle est vraiment pertinente. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé tout un process pour que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont un wallet. Pour comme Sora. Normalement, oui. Par exemple, aujourd'hui, quand le joueur joue, il joue à un jeu vidéo, il se régale, il joue à un jeu Web 2. Et donc, du coup, il va avoir ce côté challengeant, ce côté compétition. Et ce qui est super intéressant, c'est la manière
dont on a fait venir les gens. Donc certaines personnes sont venues pour le livre, d'autres sont venues pour le jeu, d'autres pour la compétition, d'autres pour le trading, d'autres pour les artistes, parce qu'il y a 110 artistes qui sont sur le projet. Et quand tu as des gens qui viennent de chez Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones, Avatar, et tous ces projets-là, du coup, ça ramène du monde. Ce qui est assez chouette, c'est que on a réussi à avoir une très grosse rétention avec un temps moyen de 48 minutes par joueur par jour, ce qui est phénoménal. Tu peux me donner un élément de comparaison avec d'autres jeux, par exemple? Généralement, en fait, dans les jeux vidéo, tu vas avoir 1 à 2 sessions par jour. Nous, on est à 6 sessions par jour en moyenne. Ce qui veut dire que les gens viennent et reviennent parce qu'on a un système de gains et de coffres que tu peux avoir toutes les 2 heures, 3 heures, et ça incite les gens à venir plusieurs fois dans le jeu. Et en termes de temps, il faut savoir que, pour nous, par rapport aux autres jeux, par rapport aux jeux que nous on a créés, on est 4 fois, 5 fois supérieur à nos jeux Web 2. En termes de temps, 4 fois plus. L'expérience elle est 4 fois plus longue dans Cross the Ages que dans n'importe quel autre jeu qu'on ait fait. Ok, super. C'est hyper intéressant. Sur la roadmap, est-ce que vous avez des updates? Est-ce que vous avez des actus qui arrivent là maintenant, des alphas ou même, je sais pas, même la vision que vous avez sur le long terme? On va dire long terme d'abord et après on va revenir sur short terme. Long terme. Long terme. En fait, depuis le début, le process c'est de créer un jeu interopérable. Un NFT qui marche sur plusieurs jeux. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment à donner une vraie lisibilité pour les joueurs. Le premier jeu est un TCG, c'est un jeu de niche, c'est un jeu de cartes à collectionner, qui est un mélange d'échecs, de go, de jeux stratégiques qui est vraiment addictif, mais ça reste un jeu de cartes. Le deuxième jeu, ça va être un monde ouvert, qui s'appelle Arise, qui sortira Q1 2024. C'est dans pas longtemps, on a vraiment avancé dessus. Et il y aura donc le troisième jeu, qui sera un MOBA, qui sortira en 2025. Tout est déjà en cours de production. On a quasiment 16 mois d'avance déjà sur le MMO. Quand je dis 16 mois d'avance, ça veut dire que ça fait 16 mois déjà qu'on travaille sur le MMO. On n'a rien dévoilé pour l'instant, pour la simple et bonne raison que on veut pas faire attendre la communauté. On veut que ça sorte très très vite. Fin d'année, on montre une bêta et tout de suite les gens vont commencer à jouer. Super intéressant. Grosse ambition parce que quand tu dis par exemple, je pense à MOBA, rentrer dans l'industrie du MOBA avec les League of Legends, etc. Là, vous allez quand même taper sur des concurrents qui sont assez positionnés. Ça vous fait pas peur du tout, j'imagine. De toute façon, vous êtes sur un segment Web3, vous avez quand même ce plus qui est l'ownership. Est-ce que vous voulez le mettre en valeur encore plus de vraiment garder les NFT, donc les cartes, etc., etc. Oui, alors déjà tu as raison quand tu dis quand tu parles des concurrents. Aujourd'hui, les gens quand je te disais qu'on était premier sur l'App Store, on est devant donc Clash of Clans, Clash Royale, Pokémon Go, Marvel Snap, Hearthstone. Et personnellement, les gens s'en contre-foutent de savoir si tu viens du Web 2 ou du Web 3. Et ils s'en foutent de savoir combien tu as en argent. Ils veulent juste avoir un jeu qui marche. Nous, notre but, il n'est pas compliqué. Il est de réussir à créer la meilleure expérience possible pour que les gens puissent d'une part revenir et ne pas se sentir floués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir cet ownership est un réel game changer. Donc oui, on va appuyer dessus très très fort et faire en sorte qu'il soit aussi interopérable. Ça veut dire que quand tu commences une nouvelle expérience, si tu joues à FIFA 21 par exemple, si tu joues à FIFA 22, toutes les cartes que tu avais, elles ne servent plus à rien. Là, ce sera plus la même chose. Nous, notre idée, c'est juste de donner un intérêt utile pour les gens sur du long terme. Au-delà de ça, c'est même un jeu qui est amusant, parce que c'est quand même la base d'avoir un jeu, quand même, c'est d'avoir un jeu amusant. C'est ce qu'on voit un peu dans le Web 3. Il n'y a pas spécialement des jeux où tu te dis, je pense à World of Warcraft, par exemple. Tu vois, tu peux passer des heures à jouer à World of Warcraft, c'est parce que c'est amusant. Et donc, du coup, là, vous avez quand même, pris ce segment-là d'avoir un jeu amusant, cassant la blockchain. Donc, toute l'expérience, elle est seamless. Et en plus de ça, de récupérer cette ownership, cette entité d'ownership que les autres concurrents, comme tu disais, n'ont pas. C'est ça, en fait. C'est complètement ça. En fait, on se positionne dans un marché qui, à la base, est un marché de niche, mais qui va grandir au fur et à mesure. Pourquoi? Tu me parlais de roadmap tout à l'heure. On va faire une annonce dans quelques semaines qui va être assez incroyable. Et il faut savoir que Cross the Ages, c'est le premier jeu vidéo avec 5 publishers derrière. C'est la première fois que ça arrive. Donc, tu as Ubisoft, tu as Square Enix, tu as Animoca, tu as aussi la participation de Bandai, tu as la participation de Elite. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que ça t'ouvre quand même des perspectives qui sont assez importantes et qui te laissent comprendre qu'il va se passer quelque chose dans pas très longtemps qui va être complètement game changer. Et je t'en dis pas plus, c'est du gros livre, c'est du lourd. Et vous êtes au milieu de tout ça. Donc, juste dernière question, short terme, les actus que vous avez, si vous avez des lancements de collection ou même une alpha. Une alpha. Alors, dans quelques mois, donc tu vas avoir la nouvelle extension qui va sortir qui s'appelle Mantris, qui va être l'édition en fait qui est liée sur la science-fiction. Donc la première c'était Arcante avec la partie donc fantasy et là tu passes dans la partie science-fiction. Ça arrive donc au mois de septembre, fin du mois de septembre. Entre-temps, il va y avoir quelques petites surprises cet été et quelques surprises aussi à la fin de l'année. Enfin, notre but c'est de faire des surprises tout le temps, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est super actifs sur Twitter, Discord, YouTube et merci beaucoup. Merci à toi Samy. On va clôturer
parce que je pense qu'on n'a plus personne. Eve, du coup, pour Cross the Edges, on a bien piné le projet. Ouais, le nom est Comme ça, les pinant. personnes Ouais. vont pouvoir y accéder. On va clôturer. Merci à tous d'être là aussi nombreux physiquement et aussi sur le space. Et puis nous, on va aller parader, on va aller marcher un peu à droite à gauche, parler aux gens. Et puis on vous retrouve demain à 19h du coup, heure de Lisbonne, donc Portugal, pour le live avec Comptoir Web3 et Agoria. Merci à tous, merci à toi Eve.